passe à l'étape suivante. Ça devient plus concret. Venez avec nous dans l'écran noir. Bienvenue dans notre écran noir. Aujourd'hui, on s'attaque à une couche clé de notre projet, la couche service. On va prendre notre temps pour bâtir un service solide, évolutif, en partant d'une version simple pour monter en puissance. On va d'abord poser les bases avec une version basique de restaurant-service, puis on verra comment la faire évoluer vers un design pro et maintenable. Alors, nous allons commencer par créer un restaurant-service, contrat plus implémentation. Puis nous allons aussi penser à gérer les données provenant de l'utilisateur, puis assurer une bonne gestion d'exception, la mise en place des helpers, ensuite l'utilisation des mappers pour transformer les objets. Pour finir sur l'intégration DAO, gestion des transactions et refactorisation pour appliquer les principes solides progressivement. Commençons par créer une interface iRestaurant Service. L'interface permet d'avoir une abstraction claire et de pouvoir facilement remplacer ou moquer l'implémentation. Mais il faut bien gérer les erreurs, surtout côté service, non? Oui, on va créer une hiérarchie d'exceptions. On va commencer par créer la classe AppException comme base. Puis, nous allons créer une sous-classe, Service Exception, qui va hériter de AppException, bien sûr. Et enfin, la classe Restaurant Service Exception spécifique à notre service, Restaurant Service Simple. Ça nous aide à catégoriser les erreurs et à remonter des messages clairs. Et pour les données provenant de l'utilisateur, on fait comment? Alors, on va créer un package qu'on nommera Input, où on va stocker toutes les classes qui représentent les données entrantes. Par exemple, pour restaurant, on va créer une classe Restaurant Input qui contiendra tous les champs. Mais ces champs seront validés par la couche contrôleur avant d'arriver sur la couche service. Est-ce que ce sont les entités que la couche service retourne au contrôleur? Alors, non. La couche service retourne des modèles au contrôleur. Nous allons tout simplement créer un package qu'on nommera models et puis on va y ajouter quelques modèles, notamment restaurant model. La couche service renvoie des modèles au contrôleur pour garder une séparation claire des responsabilités, masquer les détails techniques de la persistance et offrir une meilleure évolutivité et sécurité. Ainsi, le contrôleur manipule des objets métiers propres, stables et adaptés à son rôle sans s'embêter avec la complexité de la base de données. Pour transformer les données, on va faire comment? Alors, on mettra tout dans un package qu'on nommera Mappers. Par exemple, pour notre entité restaurant, on aura Restaurant Mapper. Et ce Restaurant Mapper nous permettra de convertir un Restaurant Input en Restaurant Entity. Et aussi un Restaurant Entity en Restaurant Model. Allez, on revient sur notre interface iRestaurant Service. C'est ici qu'on va définir toutes les méthodes qu'un service de restaurant doit proposer. Comme par exemple, la méthode Create Restaurant qui permet de créer un restaurant à partir d'un restaurant input, les données que l'utilisateur aura saisies. La méthode Update Restaurant qui permet de mettre à jour un restaurant à partir d'un restaurant input, les données que l'utilisateur aura modifiées.
mais aussi grâce à l'identifiant technique. Find Restaurant by ID, qui permet de trouver un restaurant par son identifiant technique. La méthode Find Restaurant by Identifier, qui permet de trouver un restaurant par son identifiant métier. La méthode Delete Restaurant, qui permet de supprimer un restaurant via son identifiant technique. La méthode Find Restaurant by Owner, qui permet de trouver la liste des restaurants d'un propriétaire. C'est le moment de passer à l'implémentation. On va créer une classe concrète Restaurant Service AMPL qui va réaliser tout ce qu'on a défini dans notre interface iRestaurant Service. Maintenant qu'on a créé la classe Restaurant Service Ample qui implémente l'interface, qu'est-ce qu'on met dans le constructeur? Alors, on attend un iJPA Provider pour gérer l'Entity Manager et un iRestaurant DAO pour les opérations de base de données. Ce découpage permet de respecter le principe de séparation des responsabilités. À présent, nous allons passer à l'implémentation de notre méthode Create Restaurant. Pour générer les identifiants visibles à l'utilisateur, on va créer un helper. Oui, on crée une classe Identifier Helper dans un package qu'on nommera Helpers. Elle va générer des identifiants métiers visibles par l'utilisateur. Remarque, ce ne sont pas des clés techniques de la base. On prévoit aussi une helper exception. Exact. Notre helper exception héritera de app exception. Elle nous permettra de gérer en fait les erreurs dans les helpers. Alors, maintenant, revenons à notre méthode Create Restaurant. Nous allons générer un identifiant avec notre helper Identifier Helper. Nous allons ouvrir une transaction. Appeler la méthode Save du DAO. Convertir l'entity retournée en modèle.
gérer une exception globale runtime exception pour catcher tout problème. Transformer l'exception en restaurant service exception. Franchement, la version basique fonctionne bien. Mais maintenant, on veut passer à la vitesse supérieure, c'est ça? Oui. Là, on va refactorer notre classe Restaurant Service Ample pour qu'il soit plus modulaire, plus maintenable et surtout plus solide. Et pour ça, on va introduire deux acteurs clés. Un Persistence Executor et un Session Manager. Mais à quoi servira le Session Manager? Alors, le Session Manager sert à la gestion technique des sessions et des transactions. Implémentons tout de suite l'interface iSession Manager. Tu penses créer une exception personnalisée ici? Oui. Ici, nous allons créer une exception personnalisée pour les managers. Tous les managers vont avoir leur type d'exception personnalisée. Exemple ici, on va créer une exception Session Manager Exception qui héritera de Manager Exception. Quelles sont les méthodes qu'on va définir dans cette interface? Alors, l'interface iSession Manager sera une interface générique. On va définir un ensemble de méthodes, notamment la méthode createSession qui va nous permettre d'avoir une nouvelle session, la méthode endSession qui va nous permettre de fermer une session, la méthode startTransaction qui va nous permettre en fait de démarrer une nouvelle transaction, la méthode commitTransaction qui permet de committer la transaction, la méthode RollbackTransaction qui permet d'annuler la transaction. Allez, on rentre dans le concret. On va maintenant créer une première implémentation de l'interface iSession Manager. On va la nommer JPA Session Manager AMPL. Cette classe nous permettra d'implémenter le contrat iSession Manager en se basant sur l'Entity Manager de JPA pour gérer proprement nos sessions et transactions. Et du coup, qu'est-ce qu'on a besoin pour construire un objet JPA Session Manager 1? Bonne question. Dans le constructeur, on aura besoin d'un JPA Provider. C'est lui qui nous permet d'avoir accès à l'Entity Manager Factory et donc créer nos sessions. Passons tout de suite à l'implémentation de la méthode createSession. Le but, c'est de créer une nouvelle session JPA, donc un Entity Manager à partir de notre JPA Provider.
on commence par loguer ce qu'on fait pour garder une bonne traçabilité dans les logs. Ensuite, on utilise la factory fournie par JPA Provider pour instancier l'Entity Manager. Si tout se passe bien, on log que la session a été créée et on la retourne. Mais attention, si une exception survient à ce niveau, on l'attrape et on la transforme en Session Manager Exception avec un code d'erreur dédié et un message clair. Alors, ici, on implémente la méthode EndSession. Son objectif, c'est de fermer proprement une session JPA. On commence par loguer l'intention de fermeture. Ensuite, on vérifie que l'Entity Manager n'est pas nul et qu'il est toujours ouvert. Si c'est le cas, on le ferme et on confirme dans les logs que tout s'est bien passé. Sinon, on émet un avertissement. Soit il n'y avait pas de session active, soit elle était déjà fermée. Et évidemment, si une exception survient, on l'intercepte et on la retransforme en Session Manager Exception avec un code d'erreur et un message approprié. Alors là, on met en place la méthode Start Transaction. Comme son nom l'indique, cette méthode sert à démarrer une nouvelle transaction. On commence par loguer le début du processus, puis on crée une nouvelle exception en appelant la méthode Create Session. Dès qu'on a notre Entity Manager, on démarre la transaction avec getTransaction.begin et si tout se passe bien, on retourne la session pour qu'elle soit utilisée dans le traitement métier. En cas d'erreur, bien sûr, on capture l'exception et on la remonte sous forme d'une Session Manager Exception avec un code et un message explicite lié à la transaction. Ici, on implémente la méthode Commit Transaction. Le but est simple. Finaliser une transaction en cours. On commence par loguer l'action, puis on appelle directement la méthode commit sur Entity Manager. Si tout se passe bien, on log que la transaction a été validée avec succès. En cas de souci, typiquement si la transaction est déjà fermée ou corrompue, on capture l'exception et on la transforme en Session Manager Exception avec un code d'erreur et un message spécifique. Maintenant, on s'occupe de la méthode Rollback Transaction. C'est ce qui permet d'annuler proprement une transaction en cas d'erreur. On commence par loguer l'intention, puis on vérifie deux choses. Que l'Entity Manager n'est pas nul et que la transaction est encore active. Si c'est bon, on fait le rollback et on log le succès. Sinon, on prévient dans les logs qu'il n'y avait rien à rollback. Et bien sûr, en cas d'exception, on la capture et on la remonte sous forme de Session Manager Exception. Parfait. Maintenant que notre Session Manager est entièrement implémentée, on peut revenir à ce qu'on avait posé comme deuxième pilier clé dans notre refactorisation. Oui. Le deuxième pilier clé, c'est notre Persistence Executor. Ce composant permet d'exécuter du code métier à l'intérieur des sessions ou des transactions sans que le service n'ait à gérer ça directement. C'est ici qu'on applique pleinement le principe de séparation des responsabilités, SRP. Le service ne fait que du métier, l'exécuteur encapsule toute la complexité transactionnelle et notre Session Manager gère les sessions et les transactions. Nous sommes en train de créer une classe JPA Executor qui est une implémentation de notre interface HyperSystems Executor. Son rôle, c'est d'exécuter du code métier tout en déléguant la gestion technique des sessions transactions à notre Session Manager. C'est pour cela qu'on va injecter un objet de type Session Manager dans son constructeur, ce qui nous permet de garder un bon découplage. Avec cette classe, les services ne s'occupent plus des transactions, ils délèguent. C'est plus clair, plus propre et conforme aux principes solides. Alors, on commence avec la première méthode Execute. Elle prend en paramètre un consumer qui accepte un Entity Manager et elle s'exécute en dehors de toute transaction. Je crée manuellement une session via Session Manager, puis j'exécute l'action passée en paramètre. Côté exception, on gère deux cas. Si c'est une App Exception,
on la relance telle qu'elle. Sinon, on encapsule l'erreur dans une app exception générique avec un code d'erreur en non-error. Enfin, je m'assure de fermer la session proprement dans le bloc Finally. C'est du classique, mais c'est solide. Cette deuxième méthode execute est très similaire à la première. Sauf qu'ici, on attend un retour. On travaille avec une fonction générique qui retourne un type T. Même logique. On crée une session, on exécute la fonction et on ferme la session dans le bloc Finally. La gestion des exceptions est strictement la même. Ça permet de capturer les erreurs applicatives ou inattendues de façon uniforme. Passons maintenant à la méthode Execute in Transaction. Ici, on encapsule une fonction dans une vraie transaction. On démarre donc avec Start Transaction, puis on applique la fonction. Si tout se passe bien, on commit la transaction. En cas d'exception, on fait un rollback proprement. Puis, on ferme la session dans le bloc Finally comme d'habitude. Là encore, on distingue les app exceptions des exceptions génériques. Et surtout, on protège le rollback en s'assurant qu'il soit appelé même en cas de bug. Et enfin, la dernière méthode, la méthode Execute in Transaction. Même logique que la précédente, sauf qu'on ne retourne rien. On accepte juste un consumer. On ouvre une transaction, on exécute l'action, puis on commit. Le bloc Catch permet de rollback proprement avec les mêmes règles d'exception. C'est une version void de la méthode Execute in Transaction qu'on a vue précédemment. Alors, maintenant qu'on a nos 4 méthodes, un truc saute aux yeux. On duplique pas mal de code. Le bloc Try Catch Finally, la gestion des sessions, des transactions, tout ça revient en boucle. Plutôt que de copier-coller, je vais créer une méthode privée qu'on nommera Save Execute with Session. Elle va encapsuler toute cette logique, ouverture de session, commit, rollback et gestion d'erreurs. Et comme un consumer peut s'envelopper dans une fonction qui retourne nulle, on va même pouvoir unifier les appels. L'idée est simple. Nos méthodes publiques restent bien typées et lisibles, mais toute la mécanique interne est centralisée. Résultat, code propre, plus court et bien plus facile à maintenir. Maintenant que notre méthode Save Execute with Session est en place, on va en profiter pour refactorer nos 4 méthodes publiques. Chaque méthode publique gardera sa signature claire et spécifique, mais en interne, tout passera par notre méthode privée commune. C'est du clean code dans l'esprit et ça nous aidera aussi à maintenir et à faire évoluer plus facilement notre JPA Executor par la suite. Maintenant qu'on a complètement mis en place notre exécuteur, on peut revenir dans le cœur de notre métier, le Restaurant Service AMP. Voici l'ancienne implémentation de la méthode Create Restaurant. Comme on peut le voir, la gestion de la transaction et de la session est entièrement manuelle ici. On récupère un Entity Manager, on démarre la transaction, on commit, on rollback si besoin, puis on ferme. Tout ça, c'est exactement ce qu'on a abstrait dans notre exécuteur. Donc là, on va remplacer toutes ces responsabilités par notre exécuteur, c'est ça? Exactement. On va injecter notre exécuteur dans le service et à partir de là, on va déléguer toute la mécanique technique. Notre service, lui, reste concentré sur le métier, c'est-à-dire convertir l'input, générer un identifiant, appeler le DAO.
Et voilà, le code est plus lisible, plus modulaire et les responsabilités sont mieux réparties. Le service fait du service, le DAO fait du DAO et notre exécuteur s'occupe de tout l'aspect transactionnel. Franchement, c'est clean et ça va nous éviter pas mal de bugs liés à la gestion des sessions. Petit ajustement à faire. Notre champ identifier est trop court. Il est en char6 alors que notre logique génère des identifiants de 13 caractères. On va l'aligner partout. Donc, on change quoi exactement? 3 choses. Dans le script SQL, nous allons modifier le champ identifier partout. Dans phpMyAdmin, on va dans onglet structure, on va dans la colonne identifier et on passe la longueur à 13. Dans nos entités JPA, on met à jour la notation @ longueur 13. Comme ça, la base, l'interface web et notre code sont alignés. Nickel! Bon, maintenant qu'on a tout mis en place, il est temps de tester notre implémentation pour de vrai. Je vais faire un test manuel directement dans la méthode start de la classe app. C'est pas un test unitaire, mais ça va nous permettre de valider rapidement l'enchaînement complet. Alors, comme vous pouvez le voir, on avait déjà un petit test manuel dans la vidéo précédente, juste pour vérifier que notre restaurant DAO fonctionnait comme prévu. Toute la config est donc déjà en place. Ce que je fais maintenant, c'est de remplacer la gestion manuelle des sessions par notre Session Manager et notre exécuteur. C'est beaucoup plus propre, plus robuste et surtout plus cohérent avec ce qu'on a mis en place jusqu'ici. Ensuite, on instancie le restaurant service. On prépare un petit restaurant input avec des données fictives et on appelle la méthode createRestaurant. Grâce à optional.if_or_else, on affiche dans la console soit que le restaurant a été créé, soit un message indiquant que la création a échoué. Et voilà, tout est prêt. Sans plus tarder, lançons l'application et regardons ce qu'il se passe dans la console. Et comme vous pouvez le voir, nous avons une jolie exception due à un champ qui ne doit pas être nul, qui s'est retrouvé nul. Voilà, on a cette jolie exception et on va essayer d'investiguer pour mieux comprendre le comment du pouvoir. Maintenant qu'on a corrigé notre petite erreur, nous allons relancer l'application et on va continuer à observer la console. S'il y a d'autres erreurs, on va continuer à investiguer. Et s'il n'y a pas d'erreur, on va commencer par applaudir. Maintenant, jetons un œil dans la base de données pour s'assurer que notre restaurant a bien été persisté. Et voilà, on arrive à la fin de notre refactorisation. On est parti d'un service basique et on a progressivement appliqué les principes solides, externalisé la gestion des sessions et encapsulé toute la logique transactionnelle. Résultat, un code plus clair, plus modulaire et prêt pour l'évolution. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous poser vos questions en commentaire. Nous sommes là pour vous aider. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la suite de ce projet. N'oubliez pas, la pratique, c'est la clé.